suivre un micro-parti et de l'ambition, l'homme du Brexit est de retour sur la scène politique avec l'envie de compter, de peser en 2022. Avant de l'accueillir, retour en 3 images sur le parcours de celui que la droite peut-être n'attendait pas. Thomas Després. Michel Barnier, vous n'êtes pas vraiment un homme du nouveau monde. Retour en 3 images sur une carrière politique débutée il y a près de 50 ans. La politique, c'est l'affaire de tout le monde, et notamment des jeunes qui n'ont pas le droit de se réfugier dans l'indifférence ou dans l'égoïsme. C'est en 1978 que vous avez mis les pieds pour la première fois à l'Assemblée. Plus jeune élu de France à 27 ans, vous voilà propulsé sur le devant de la scène. Vous, le Savoyard, bientôt proche de Jacques Chirac, vous ne quitterez plus le paysage politique national. Mais c'est à votre terre natale, la Savoie, que vous offrez l'une de vos plus belles réussites professionnelles. Depuis que nous avons allumé cette flamme à Olympie le 13 décembre, nous avons vraiment beaucoup espéré que tous les Français partageraient cette émotion, cette fierté de la flamme, et au fond c'est ce qui se passe. Nous sommes en février 92 et après près de 10 ans de candidature, votre ville d'origine, Albertville, accueille les JO d'hiver. Avec le skieur multimédaillé Jean-Claude Killy, vous en présidez le comité d'organisation et votre binôme restera célèbre. Plus tard, vous serez plusieurs fois ministre, l'environnement, les affaires européennes et même le Quai d'Orsay, mais vous n'entrerez pas dans le cercle fermé des présidentiables. Mais tant pis, car c'est l'Europe qui vous placera au premier plan. Il n'y a pas de gagnant dans le Brexit, c'est perdant-perdant. 24 décembre 2020, la date restera dans l'histoire. Ce jour-là, c'est vous qui scellez le divorce le plus cher de l'histoire, celui du Brexit. Plus de 4 ans de négociations et de bras de fer avec le Royaume-Uni, une mission accomplie et qui vous a donné de nouvelles ambitions. La France me manque. Je crois que notre pays a besoin de toutes les énergies et je vais lui apporter l'énergie dont je dispose aujourd'hui. Alors à 70 ans, comment transformer cette énergie? À moins de 10 mois de l'élection présidentielle, les candidatures sont ouvertes. Bonsoir Michel Barnier. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. On va parler de vos ambitions que vous ne cachez pas, que vous assumez d'ailleurs très tranquillement, si j'ose dire, pour la France et pour cette présidentielle qui arrive. Vous publiez La Grande Illusion chez Gallimard. C'est un journal de bord, journal secret du Brexit que vous avez tenu quotidiennement pendant 4 ans. De ces 3 images, pour commencer, pour rebondir sur le sujet, Albertville, votre ville, les Jeux Olympiques, ou le siège de député que tout jeune vous remportiez, vous étiez le Benjamin, ou cette signature de l'accord pour terminer, laquelle vous tient le plus à cœur? Il y a une continuité dans la vie d'un homme ou d'une femme politique, il y a une sorte de fil bleu en ce qui me concerne, mais les 2 premières séquences sont celles de ma terre d'origine, de confiance, là où se trouvent mes racines, la Savoie. J'ai été élu très tôt, conseiller général, puis député, et c'est grâce à cette confiance des Savoyards que j'ai eu ensuite la possibilité, avec Jean-Claude Killy et tellement de volontaires, 8000 volontaires, de lancer cette candidature des Jeux Olympiques. Et donc, c'est un événement extraordinaire, comme l'ait été la signature du Brexit. Mais il y a une grande différence. Le Brexit, c'est une négociation négative. C'est pas un projet, c'est un divorce. Oui, lose-lose, perdant-perdant, alors que les Jeux Olympiques, c'est un projet positif. Et donc je tire, pour tout vous dire, des leçons ou des enseignements assez durables. Le fait que 8000 personnes aient participé à ces Jeux, de différentes conditions, de toutes les opinions, à des postes divers, grâce auxquels on a réussi les Jeux. Je vous dis que après, chacune et chacun d'entre eux a eu le sentiment de progresser, de s'améliorer individuellement, parce qu'il avait participé à une opération et à une entreprise collective et au succès d'un projet collectif. Alors je vous ramène au Brexit. Dans votre introduction, vous citez un grand reporter photographe britannique qui a ces mots au sujet de l'Europe. On n'a pas rejoint l'Europe pour être asphyxié, pour qu'on malmène notre souveraineté. On a adhéré à l'Europe pour des raisons économiques, pour la défense et la sécurité, pas pour que Bruxelles me dise que je dois mettre dans mes poubelles. On l'entend, ce discours en France aujourd'hui, dans ce contexte électoral, mais depuis des années. Qu'est-ce que vous avez compris de l'état de l'Europe dans ces 4 ans de négociations perdant-perdant? Mais cette réflexion-là sur la bureaucratie bruxelloise qui empêche les gens de vivre normalement, il y a des raisons, parfois de bonnes raisons, mais il n'y a pas que ça. Dans les raisons du Brexit ou le vote contre Bruxelles ou contre l'Europe qui s'est exprimé le 23 juin 2016. Il y a des choses plus graves encore, c'est le sentiment d'être abandonné,
de ne pas être considéré, de ne pas être protégé, le sentiment de ne pas avoir d'emploi ou d'avenir. Des sentiments qui sont partagés, y compris par des citoyens. C'est ce que je dis dans ce livre. Il y a des raisons britanniques au Brexit. Laissons-les là où elles sont. La nostalgie, le nationalisme, la City. Mais il y a des raisons que l'on retrouve chez nous. Un sentiment populaire qui est le même chez nous dans beaucoup de régions françaises. Je viens de visiter à l'occasion des élections régionales. Je continue depuis vous avez fait un tour de France des régions. Et je continue parce que je fais ce que j'ai dit le soir du Brexit. Je vais à la rencontre des Français pour les écouter. Ils ont plein de choses à dire. Eh bien, on rencontre ce sentiment d'être isolé, de ne pas être respecté. Celui d'ailleurs qui a expliqué le mouvement des Gilets jaunes au tout début. Je pense qu'il faut faire très attention. Il faut écouter ce sentiment, il faut le comprendre. Le sentiment populaire que j'évoque... Et ne pas confondre avec le populisme, dont vous parlez dans votre livre. Et en même temps, les choses, elles bougent depuis la crise sanitaire en Europe. Bruno Le Maire dit qu'on a fait plus en 2 ans qu'en 20 ans, avec évidemment la relance, avec l'émission de dettes en commun, avec des projets industriels financés par les États. Je pense aux batteries électriques entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que vous dites merci Emmanuel Macron d'avoir au fond tenté de changer la philosophie de l'Europe? Parce qu'on voit bien que les choses ont bougé. Non mais j'écoute beaucoup Bruno Le Maire et nous avons eu beaucoup d'engagements communs dans le passé. Il faut simplement pas tirer un trait de plume sur tout ce qui s'est fait avant. Oui. Nous sommes les héritiers et nous porterons et nous passerons le relais. Donc je trouve très bien qu'il y ait une nouvelle ambition industrielle pour l'Europe, que le mot de politique industrielle ne soit plus un gros mot. Mais c'est d'abord au niveau de la Commission, avec Thierry Breton et d'autres, que cet engagement a été lancé. C'est bien sur la solidarité financière et des dettes, est-ce qu'il faut qu'elle survive, je pense à l'émission de dettes en commun, à la crise sanitaire? La réponse est oui. C'est une bonne nouvelle que, sous le coup de cette crise, l'Allemagne et tous les autres pays aient pour la première fois décidé d'emprunter ensemble pour investir ensemble. Moi, je ne suis pas un protectionniste, même si je pense qu'il faut moins de naïveté, plus de réciprocité et plus de protection. Mais la bonne protection, c'est d'investir ensemble dans l'avenir, dans l'éducation, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les nouvelles technologies. Donc de ce point de vue-là, pour la première fois à hauteur de 750 milliards, ce qui est considérable, on a, pour répondre à cette crise et pour en sortir, décidé d'emprunter ensemble et j'espère que ça continuera. Alors parlons un peu de 2022 parce que là on vous voit en France et dans les territoires. Vous dites partout que vous voulez être utile à votre famille politique pour la rassembler, pour la réunir. Qu'est-ce qui vous permettrait au fond de mieux la réunir, de mieux la rassembler que vos concurrents comme Valérie Pécresse par exemple? D'abord, cette famille politique, elle a beaucoup d'atouts et c'est un peu paradoxal. Nous avons gagné, malgré l'abstention qui nous interpelle, les élections départementales et régionales, comme on avait d'ailleurs de bons résultats aux élections municipales. Ça prouve que nous avons des élus qui font leur travail et qui sont encouragés. On a encore beaucoup de militants et certains reviennent vers nous parce qu'ils s'étaient éloignés. Je l'ai constaté sur le terrain et je les en remercie. On a un projet politique sur l'économie, l'immigration, j'en ai parlé, je continuerai ces propositions sur l'autorité de l'État, la sécurité publique. On a des propositions qui correspondent à ce que souhaitent les Français. C'est drôle parce que vous me parlez de projet, vous me parlez des idées de la famille politique, vous dites nous, mais vous avez envie d'être candidat. Mais c'est plus important en ce moment, dans l'état où se trouvent les Français et la France, avec cette crise du Covid qui continue et qui n'est pas finie, permettez-moi de vous le dire, c'est plus important de parler du projet plutôt que des parcours personnels ou des ambitions individuelles. Je suis dans un moment où je veux participer à ce travail collectif sur les idées, les réponses aux problèmes qu'ont les Français. Maîtriser l'immigration, faire repartir l'économie, permettre aux artisans, j'étais en Bourgogne cette semaine où j'ai rencontré des artisans très nombreux qui me disent tous on n'arrive pas à embaucher alors qu'il y a 8-9% de chômage. Donc ce pays, il a des problèmes, ce pays ne va pas bien et il faut lui apporter des réponses. C'est d'abord ça une élection présidentielle. Est-ce qu'elle va bien votre famille politique? Parce que vous parlez d'unité, de projets collectifs. Quand on la regarde de l'extérieur, on voit la fragmentation. Oui, la primaire, est-ce qu'elle n'est pas d'ailleurs un piège de ce point de vue-là? Et elle ne va pas accélérer davantage les divisions. C'est ce que pense, par exemple, vous le voyez à l'écran, Jean-François Copé dans le journal du dimanche. La primaire est un piège. D'abord, ma famille politique va mieux.
objectivement, elle n'allait pas bien du tout au lendemain des élections présidentielles, après avoir perdu les législatives et l'élection présidentielle. Elle va mieux. Un travail a été fait sous l'autorité de Christian Jacob, notamment sur le projet, avec des conventions dont les leçons vont être tirées. Et on a tous ces éléments, ces atouts, ces talents. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à rassembler, à faire de ces talents différents une force collective. Donc, il y a quand même deux figures de votre parti qui quittaient les Républicains. Oui. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, c'est pas un signe de bonne santé. C'est leur choix, je le regrette. Je pense qu'on peut être dans cette famille, comme je le suis, loyal et en même temps libre et ouvert pour dire ses idées. Donc moi, je suis resté dans cette famille. Je vais essayer d'y jouer un rôle pour favoriser ce travail collectif. Nous pouvons former une belle équipe. Avoir quitté la famille, ça disqualifie pour participer à 2022 ? Ils ne sont pas loin et il faudra tous se rassembler. Parce qu'on aura besoin de tout le monde. Y compris Xavier Bertrand, j'entends. Si vous regardez tous ceux dont nous parlons, ils ont tous une place dans une équipe de France. Alors après, il faut trouver un chef d'équipe. C'est là où nous verrons si je peux être utile. Alors vous dites dans votre livre, il est bien tard, mais il n'est pas trop tard. Trop tard pour faire quoi avec Michel Barnier ? Ne personnalisez pas à ce stade. Il est bien tard, mais il n'est pas trop tard pour reconstruire l'influence française qui s'est fragilisée depuis une dizaine d'années. Il est tard, mais il n'est pas trop tard pour maîtriser l'immigration. Vous avez une proposition choc sur l'immigration. Oui, mais il n'y a pas que sur ce sujet-là. Mais vous allez frapper les esprits avec. Il n'est pas trop tard pour faire le pari de l'activité et du travail et récompenser mieux, rémunérer davantage ceux qui travaillent. Il n'est pas tard, il est bien tard, mais il n'est pas trop tard pour rétablir l'autorité, soutenir davantage la police, la justice, la gendarmerie. Pour éclaircir les téléspectateurs qui nous regardent sur l'immigration, vous avez proposé un moratoire. Oui. Un moratoire. Ça veut dire on arrête l'immigration pendant un temps donné. Alors combien de temps, on ne sait pas. C'est ce que propose Marine Le Pen. Mais qu'est-ce que ça signifie ? On arrête d'accueillir les étudiants, on arrête le regroupement familial, on arrête le droit d'asile ? Non, j'ai travaillé très sérieusement avec mon équipe à cette proposition. Il faut arrêter le laisser-faire et le laisser-aller dans ce domaine. Stopper sans doute, par exemple, les régularisations pendant un certain temps, mettre à plat toutes les procédures, y compris le regroupement familial. Stopper les régularisations, y compris légales, au regard du droit des étrangers. Je dis marquer une pause pour vérifier que toutes les procédures... Combien de temps la pause ? Ça peut être 2 ou 3 ans. Toutes les procédures, dont certaines sont détournées, mal utilisées, éviter des fraudes, renvoyer aussi un certain nombre de gens qui n'ont pas leur place chez nous parce qu'ils ont. Et on a besoin d'en passer par une pause. On n'a pas déjà les réponses avec les études, les données. Personne ne peut dire qui peut dire. Pouvez-vous dire que la politique d'immigration fonctionne bien dans ce pays ? Qui peut dire que la politique européenne d'immigration fonctionne bien ? Ce n'est pas vrai. Donc quand il y a un problème aussi grave, et je n'ai pas besoin de Mme Le Pen pour voir ce problème, donc tous les Français ont conscience qu'il faut apporter des réponses. Des réponses justes. C'est pas un coup de menton pour. Non, c'est pas un coup. Ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas de coup. Et j'aurai l'occasion, après avoir beaucoup travaillé avec des juristes, des membres du Conseil d'État et d'autres, de préciser les modalités de ce moratoire qui doit nous permettre de mettre à plat chez nous et de corriger ce qui doit l'être pour que cette politique soit juste et rigoureuse, de discuter avec nos voisins européens pour qu'on ait une vraie politique de contrôle des frontières, que ce ne soient plus des frontières passoires, et pour discuter aussi avec les pays d'Afrique et avoir un contrat avec eux. Justement, vous parlez d'Afrique, ça serait intéressant de vous entendre sur le sanitaire pour terminer cet entretien. Emmanuel Macron a donc pris la parole, vaccination obligatoire des soignants, élargissement du pass sanitaire. Vous dites enfin ? J'ai dit, avant même l'intervention du président de la République, avant lui, ce que je pense, aujourd'hui, après qu'il ait parlé, que le contrôle général et la vaccination générale, plus les gestes barrières, plus l'accompagnement des gens qui doivent s'isoler parce qu'ils sont malades, ces 3 conditions-là, mais la vaccination généralisée, c'est la seule solution pour sortir durablement de cette crise sanitaire, économique et sociale. Toute la population générale, tout de suite maintenant. Donc en gros, on a un train de retard. C'est trop tardif. Moi, je constate, je viens de vous dire ma réponse. Oui. Simplement, je constate que dans une intervention très... une posture un peu solitaire du président de la République, on a le sentiment d'un pouvoir qui, depuis le début de cette crise, ça fait maintenant 15 ou 16 mois, est un peu en train de courir derrière les événements.
revient en arrière, n'a pas anticipé, ne consulte pas. Comment des décisions aussi importantes que celles qui ont été annoncées hier n'ont-elles fait l'objet d'aucune consultation avec les élus locaux, les maires, les présidents de département, les présidents de région? Comment on n'a pas consulté les milieux culturels? Je serai après-demain à Avignon. Il y a une très grande inquiétude, simplement sur comment on fait. Et je ne parle pas des restaurants ou des terrasses. Si moi, je dois aller avec mon passe sanitaire ici, boire une bière, qui va contrôler? Avec quel appareil? Et si je n'ai pas un papier d'identité à montrer, et à qui? Donc il y a un manque de pédagogie. Oui, je trouve qu'il y a toujours des annonces dont on n'est pas sûr qu'elles soient suivies des faits. Donc voilà, ce que je regrette, c'est un peu... se positionner pour la vaccination pour toute la population, ça aussi c'est compliqué à faire accepter. On vient d'avoir un débat, on s'est rendu compte à quel point déjà avec ces deux mesures, les choses étaient difficiles. Mais c'est moins compliqué si on a le sentiment d'une ligne, d'une anticipation, d'une pensée et d'une action rigoureuse et continue. Est-ce qu'il a eu raison, le chef de l'État, de mélanger dans son discours à la fois ces annonces face aux variants Delta qui menacent, puisqu'on est déjà dans la 4e vague, ça c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit, avec des réformes de structures comme la réforme des retraites? Je pense que pour encourager les Français à se faire vacciner, ce qui est la seule solution pour sortir de cette crise durablement, crise économique, crise sanitaire et crise aussi morale, beaucoup de solitude, je pense qu'il aurait été préférable qu'il concentre son propos sur la gestion de cette crise. Et ne pas parler d'autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci Michel Barnier. Merci de votre attention. La grande illusion, journal secret du Brexit 2016-2020, pour tout comprendre de ces acteurs, et ils sont nombreux, il n'y a pas que Boris Johnson, loin de là, dans votre journal de bord. C'est passionnant pour se prémunir aussi de la tentation populiste en Europe. Merci à vous. Merci à vous. Merci.